Après avoir encerclé et pilonné Sungwo, les Américains étaient persuadés d'avoir enfin éliminé le nécromancien avec leur dernier tir. Pourtant d'une voix glaciale, Sungwo leur lança qu'il était bien trop tôt pour célébrer, il ferait mieux de ne pas s'emballer. En réalité, il avait dévié l'impact des canons en sacrifiant ses autres wyverns comme boucliers. Sans perdre un instant, il usa de son art de la fabrication d'os pour modeler d'immenses points osseux, qu'il projeta violemment contre l'un des vaisseaux aériens ennemis. Le choc fut absorbé par leur puissant bouclier énergétique, mais Sungwo ne comptait pas s'arrêter là. Il intensifia son assaut, et bientôt des fissures apparurent sur la barrière protectrice. Les autres vaisseaux américains tentèrent d'ouvrir le feu sur lui, mais leur propre vaisseau bloquait leur ligne de tir. Le bâtiment en première ligne parvint néanmoins à détruire l'un des points d'os qui planaient au-dessus de lui. Des cadavres d'orques jusque-là dissimulés dans la masse, chutèrent lourdement sur le pont. À l'instant où ils touchèrent le sol, Sungwo activa sa compétence d'explosion des cadavres, projetant violemment les soldats présents. Malgré les déflagrations, le vaisseau résistait. Il était conçu pour tenir face à des assauts directs. Cependant, Sungwo avait autre chose en tête, il allait tester l'une de ses techniques les plus redoutables, l'explosion à haute pression. Soudain, les cadavres éparpillés sur le pont commencèrent à gonfler de manière anormale. Une notification surgit sur les interfaces des joueurs américains. Explosion à haute pression appliquée à 11 cadavres, détonation dans 29 secondes. Le compte à rebours s'égrena inexorablement. Puis, une explosion titanesque embrasa tout le vaisseau. Victor, qui avait lui-même collecté ces cadavres, esquissa un sourire satisfait. Il ne restait désormais plus que 3 vaisseaux. Pendant ce temps, à l'intérieur du vaisseau amiral américain, l'ambiance était à la consternation. La perte du vaisseau de Pittsburgh fut un choc. Jusqu'ici, aucun bâtiment n'avait été détruit. L'amiral Baker, impassible, dégaina son arme et abattit froidement l'un des officiers. « Vous auriez dû suivre mes ordres dès le départ, gronda-t-il, je vous avais dit de vous débarrasser des vaisseaux inutiles. » Il se tourna vers les capitaines encore en vie et leur demanda de reculer leurs troupes immédiatement et d'abandonner le projet Hypergate. Enfin, il s'adressa au dernier capitaine d'un ton tranchant. « Pouvez-vous au moins exécuter cette tâche simple ?» L'homme hocha précipitamment la tête. Sur un autre front, les soldats américains subissaient aussi de lourdes pertes. Hanno et Jisuyun annoncèrent avoir pris le contrôle de l'Hypergate. Tandis que Sungwo affrontait la flotte principale, ils avaient tendu une embuscade aux forces qui gardaient la structure. Pourtant, Jisuyun trouvait cela étrangement facile, ce qui la mettait mal à l'aise. « Quelle est la situation ?» demanda Sungwo. Hanno répondit aussitôt. « L'Hypergate est à 97% d'achèvement, il suffira d'injecter un peu plus de mana pour l'activer. » Le lieutenant Kim intervint. « Les piliers de fer sont en place, tous les objets sont prêts. » De son côté, Jonathan Cage observait incrédule la chute de la flotte de l'amiral Baker. Le WPU avait sûrement déjà eu vent de cette débâcle. Même si Baker ne l'avait pas officiellement signalé, son silence devait suffire à alerter ses supérieurs. « Ils doivent être en pleine panique, » murmura Jisuyun. Et ce n'était que le début. Hanno affirma que pour un raider, le moment était idéal pour frapper. De son côté, Sungwo se tourna vers Jonathan et déclara d'un ton implacable « Demain, nous marcherons sur Washington. » Le jour suivant, à la base navale américaine, un haut-parleur résonna dans tout le port, ordonnant aux équipages d'ancrer leurs navires et de se tenir prêts. Dans une salle de commandement, un capitaine américain laissa échapper un grognement, visiblement excédé. Il fit remarquer qu'il n'était pas en train de dresser des chiens errants et s'indigna du fait qu'ils avaient mobilisé leurs hommes pendant 4 heures pour finalement annuler l'opération au dernier moment. Il se tourna alors vers David et lui demanda s'il avait des informations sur la situation. David hésita avant de répondre qu'une rumeur circulait sur le pont. Certains prétendaient que la flotte de l'amiral Baker aurait été coulée. Le capitaine exprima son scepticisme, affirmant qu'il connaissait bien Baker et que cette hypothèse lui semblait improbable. Il rappela qu'au cours de leur dernière offensive sur Philadelphie, ils n'avaient perdu qu'un seul homme, lequel avait d'ailleurs été abattu par l'amiral lui-même. Selon lui, Baker avait peut-être déjà mis fin à la guerre et il était inconcevable qu'un simple combattant venu d'Asie ait pu rivaliser avec lui. Il supposa que l'amiral avait découvert des artefacts précieux et qu'il les gardait sans en faire état. Soudain, un soldat fit irruption pour annoncer que le portail était en train de s'activer. Presque aussitôt, d'énormes racines jaillirent de l'Hypergate, s'enroulant autour d'un vaisseau aérien qu'elles attirèrent inexorablement vers le portail. Un instant plus tard, une puissante explosion de mana secoua la base, projetant une lumière intense à travers la brèche. Sungwo apparut alors, accompagné de son armée de wyverns et se lança à l'attaque. Face à cette scène, le capitaine américain ordonna dans la panique un décollage immédiat, mais l'espace restreint et la confusion générale empêchaient toute manœuvre efficace. Le lieutenant Kim, observant la situation, comprit immédiatement que les racines provenaient des piliers de fer qu'il avait plantés auparavant. Lorsqu'un premier vaisseau traversa l'Hypergate, il donna l'ordre à son unité de monter à bord et de neutraliser les occupants. La situation plongea les troupes américaines dans un chaos total. Dans cette pagaille, Kim s'attarda un instant sur les racines et ne put s'empêcher d'être impressionné.
Il savait qu'il s'agissait d'un artefact mythique, connu sous le nom de racine de l'arbre-monde, qui permettait d'arracher un objet avec une force phénoménale en attachant chacune de ses extrémités à 2 points distincts. Une notification s'afficha alors devant lui, l'informant que l'hypergate se refermerait dans 7 minutes et 49 secondes. Il ordonna immédiatement à tous les membres de la faction de l'arbre-monde d'éliminer leurs adversaires avant que le portail ne se ferme. Pendant ce temps, de l'autre côté du champ de bataille, Sun-Guo avait déjà anéanti les forces américaines. Jonathan, resté à ses côtés, lui expliqua que les troupes terrestres ne tarderaient pas à se mettre en mouvement. Il précisa qu'il avait accédé au serveur communautaire américain en utilisant un téléphone capturé et qu'il avait ainsi pu localiser le lieu de détention du président Love. À cette annonce, Sun-Guo se mit immédiatement en route. De son côté, Hanno ne cachait pas son émerveillement d'avoir enfin posé le pied sur le sol américain après la chute. Jisuyun, intrigué par un imposant bâtiment, demanda de quoi il s'agissait. Jonathan lui expliqua qu'on l'appelait l'atelier des nains et que c'était là que l'on fabriquait toutes sortes d'armes enchantées et de vaisseaux aériens. À ces mots, Sun-Guo ouvrit grand les yeux, comprenant que cette prétendue race pourrait lui rapporter d'énormes bénéfices à l'avenir. Mais Jonathan précisa aussitôt qu'il ne s'agissait que d'un simple surnom. Sun-Guo ne répondit pas, mais il n'en resta pas moins intrigué. Il ne s'agissait en réalité que d'un vaste atelier où une centaine de forgerons travaillaient ensemble. Leur coordination et leur habileté leur avaient valu le surnom de nains. Après un certain temps, le groupe atteignit le centre de détention spécial du WPU. Observant les alentours, Jisuyun fit remarquer que l'endroit ne semblait pas particulièrement bien gardé. Ils aperçurent alors plusieurs joueurs étendus au sol, ce qui intrigua Sun-Guo, mais Jonathan leur expliqua qu'il s'agissait de ses alliés, arrivés avant eux. L'un des joueurs, en reconnaissant Jonathan sain et sauf, ne put contenir son émotion et manifesta une joie sincère. Jonathan lui répondit qu'il avait eu de la chance et qu'il devait sa survie à l'aide de précieuses personnes. Une joueuse s'approcha alors et lui fit remarquer qu'il avait traversé bien des épreuves. Cette femme n'était autre que la présidente Love. Jonathan ne tarda pas à lui faire comprendre que la situation actuelle découlait en grande partie de sa mauvaise gestion. Mais la vérité ayant éclaté, il affirma que les choses allaient changer sous peu. La présidente acquiesça, précisant que ces changements avaient déjà commencé. Se tournant vers Sun-Guo, elle exprima sa gratitude, déclarant qu'elle ne savait comment le remercier suffisamment. Sun-Guo, quant à lui, se demanda si elle n'allait pas simplement essayer d'effacer d'un revers de la main tous ses efforts avec quelques mots creux. Pourtant, son regard changea lorsqu'elle mentionna une compensation généreuse en matériaux. Sans perdre de temps, elle lui demanda également de les accompagner à la capitale afin d'y révéler la vérité. Mais soudain, elle se rendit compte que l'agitation autour d'eux s'était totalement dissipée. En scrutant les environs, elle comprit rapidement pourquoi Azura Hanno et Jisuyun avaient déjà neutralisé l'unité d'élite. Même la présidente Love ne put cacher son étonnement devant un tel exploit. Jisuyun balaya l'événement d'un ton désinvolte, affirmant que ces gardes d'élite n'avaient ni compétences martiales ni véritable niveau. La présidente Love en vint alors à une conclusion. Les Américains avaient sans doute trop compté sur la puissance de leur flotte pour surmonter les dangers, au détriment de leurs forces terrestres. Elle pressa son groupe d'agir vite, expliquant que c'était leur unique chance de porter un coup fatal au cœur du WPU. Pendant ce temps, une importante réunion se déroulait à l'Assemblée. C'est dans cette atmosphère tendue que la présidente Love fit irruption, suivie de Sun-Guo. Leur arrivée souleva une vague de protestations parmi les sénateurs, qui s'indignèrent qu'elle ait osé amener une armée de morts-vivants en ce lieu sacré. D'une voix forte, elle leur ordonna de se ressaisir. Son cri fit taire l'Assemblée. Elle annonça alors que Jonathan Cage, chef d'équipe de Messenger Corp, que l'on croyait mort, était bien vivant, et que le nécromancien supposé l'avoir tué était également présent. Cette déclaration provoqua un moment de confusion. Certains sénateurs semblaient perplexes, persuadés que Jonathan avait été assassiné par le nécromancien. Ce dernier s'avança et expliqua que l'amiral Baker complotait depuis longtemps pour s'emparer du pouvoir au sein de l'Assemblée provisoire. Il précisa qu'il avait déjà révélé cette vérité à la présidente Love et demanda aux sénateurs d'écouter attentivement son récit. Sans attendre, la présidente Love détailla alors la machination orchestrée par Baker. À l'écoute de ces révélations, les membres de l'Assemblée s'emportèrent, maudissant l'amiral pour les avoir manipulés. Pourtant, un homme resté en retrait jusqu'ici, se leva brusquement. Gordon éclata d'un rire dédaigneux avant de s'exclamer qu'il ne pouvait pas affirmer avec certitude que l'homme devant eux était le véritable Jonathan Cage. Il désigna Jonathan d'un doigt accusateur, affirmant qu'il pouvait très bien s'agir d'un imposteur utilisant une magie de transformation pour les tromper. Intrigué, Sun-Guo demanda qui étaient ces gens. Jonathan lui souffla qu'ils étaient les plus proches alliés de l'amiral Baker. Gordon poursuivit, déclarant que l'amiral Baker était toujours en vie et qu'il avait regroupé ses forces sur le serveur japonais allié. Il promit qu'une fois rétabli, il se vengerait et s'abattrait sur le serveur coréen. Mais la présidente Love, sans se laisser impressionner, lui rétorqua qu'il ferait mieux d'abandonner. D'un ton implacable, elle lui rappela que tous ses efforts jusqu'à présent n'avaient été que de vains sacrifices. Furieux, Gordon haussa la voix, il proclama que s'il laissait des idéaux humanitaires les submerger, il ne retrouverait jamais une Amérique forte.
Il finirait sous la coupe de ce manipulateur de cadavres. Sangwo, exaspéré par ce flot de paroles inutiles, leva un sourcil, mais Gordon continua à vociférer. Il affirma que leur nation était la plus grande terre de liberté de l'histoire et que si l'Assemblée suivait ce nécromancien, elle courait à sa perte. Jonathan intervint alors, s'adressant directement au sénateur. Il révéla que Gordon était en réalité le bras droit de l'amiral Baker, un homme classé 7e sur le serveur américain. Il ajouta qu'il était connu pour sa puissance colossale, mais que son tempérament laissait à désirer. Gordon, visiblement irrité, se retourna vers Jonathan et le pointa du doigt. « Alors c'est ainsi, tu chuchotes aux oreilles d'un zombie qui dévore notre liberté? Où est ta fierté en tant qu'Américain » lança-t-il avec mépris. L'atmosphère s'électrisa aussitôt, alors que tous retenaient leur souffle, attendant la suite de cet affrontement verbal. Après avoir entendu ces absurdités, Ji-Yoon, piqué au vif, s'avança d'un pas assuré et déclara à Gordon que sa fierté dépassait largement ses compétences. Ce dernier, vexé, se précipita pour lui donner une leçon. Il arma son dynamite-ponche et frappa de toutes ses forces, mais Ji-Yoon bloqua l'attaque du bout d'un seul doigt. D'un ton moqueur, elle fit remarquer que le 7e rang du serveur américain était si faible qu'elle pourrait le réduire en spaghettis. Elle demanda ensuite aux autres si l'un d'eux avait également besoin d'une leçon d'humilité. Un silence pesant s'installa, bientôt rompu par Sangwo qui annonça qu'il était temps de discuter d'une compensation appropriée pour les crimes commis sur leur terre. Quelques heures plus tard, lors de la conférence, la présidente Love informa Sangwo qu'elle comptait lui fournir une compensation qui saurait le satisfaire, mais précisa qu'elle restait légalement ouverte à des investissements en vue d'une coopération. Hanno, en aparté, fit remarquer qu'ils avaient l'impression d'être des mercenaires engagés par des politiciens. De son côté, Sangwo songea qu'il pourrait tout aussi bien grogner derrière eux si le prix proposé était intéressant. Il déclara alors qu'en plus de la compensation, il souhaitait visiter l'atelier des nains. La présidente Love accepta, et ils se dirigèrent ensemble vers l'édifice. En découvrant l'atelier, Hanno le compara à une structure ancienne, semblable aux pyramides. Intrigué par les lumières qui l'ornaient, il interrogea Jonathan qui lui expliqua qu'il s'agissait de magie de bénédiction. Il précisa que le bâtiment lui-même en était imprégné et que cette magie activait les bénédictions nécessaires en fonction des objets fabriqués. Sangwo estima que bien que cela ne rivalisât pas avec l'arbre-monde, la capacité des artisans à conférer de telles bénédictions les plaçait en avance dans le domaine de la fabrication. À l'intérieur de l'atelier, les ouvriers étaient toujours à l'ouvrage. Alors qu'ils avançaient, ils aperçurent une imposante structure sur laquelle plusieurs personnes étaient perchées. Un joueur barbu visiblement agacé, criait sur l'un des ouvriers, lui reprochant son manque de concentration et le couvrant d'injures. En l'observant, Sangwo songea immédiatement qu'il devait s'agir d'un nain, mais Jonathan précisa qu'il ne s'agissait que d'un vieil homme particulièrement têtu. Soudain, l'homme sembla reconnaître Jonathan parmi la foule. Il s'exclama avec colère qu'il osait débarquer en bande sans prévenir et ajouta qu'il méritait d'être jeté dans un four. Jonathan, sans se laisser démonter, lui demanda s'il était au courant de la situation à l'extérieur. Maître Hirst, de son nom, éclata de rage en affirmant qu'il savait très bien ce qu'il se passait. Les vaisseaux aériens, dans lesquels ils avaient investi tant de sueur et de sacrifices, avaient été réduits en miettes. Il leur ordonna alors de partir, précisant qu'ils ne devaient rien attendre de lui pour le moment. Sangwo expliqua alors qu'il ne faisait pas partie du WPU et qu'il était simplement là pour une demande de fabrication extérieure. Hirst, loin d'être dupe, rétorqua qu'il savait parfaitement que Sangwo était celui qui avait détruit tous ses vaisseaux et qu'il osait à présent se présenter devant lui en compagnie de ces voyous du WPU. Il lui demanda ensuite s'il avait de l'argent. Sangwo répondit qu'il en possédait bien plus que Hirst ne pouvait l'imaginer. À ces mots, le forgeron les invita aussitôt à le suivre jusqu'à son bureau. Là, il se présenta comme Arnold Hirst, maître de l'atelier, et précisa que sa classe était celle de forgeron ancien. Il expliqua qu'il avait la capacité d'organiser l'atelier, d'attribuer des professions supplémentaires et de former de nouveaux forgerons. Il admit que le travail avec les clients de Washington était devenu monotone, puis demanda à Sangwo quel type de fabrication il souhaitait commander. Sangwo précisa qu'il avait besoin d'un espace protégé du froid pour sortir un objet en toute sécurité. Hirst le rassura en affirmant qu'il n'existait pas d'endroit plus sûr pour la fabrication. Sangwo exprima alors ses inquiétudes quant à l'impact des variations de température sur les autres travaux en cours, expliquant que même de légers changements pouvaient altérer le résultat final d'un produit. Hirst, appréciant cette attention aux détails, lui demanda de patienter un instant. Quelques minutes plus tard, une grande quantité de matériaux métalliques fut apportée. Maître Hirst se mit immédiatement à l'œuvre, assemblant les éléments nécessaires à la fabrication. Il informa ensuite Sangwo que la confection de cette boîte de sécurité coûterait 100 000 pièces d'or et que ce montant lui serait directement facturé. Sans hésiter, Sangwo accepta. Il invoqua alors l'un de ses serviteurs squelettes à l'intérieur de la boîte, lequel transportait la graine de givre. À la vue de l'objet, Maître Hirst, malgré son air bourru, ne put cacher son étonnement. Il déclara que c'était sans doute la chose la plus répugnante qu'il ait jamais vue, avant de demander à Sangwo ce qu'il comptait en faire. Ce dernier expliqua alors qu'il souhaitait concevoir un petit pistolet de poche portable, inspiré de ce qu'il avait sous les yeux.
Maître Hearst resta un instant interdit, fixant Sungwoo avec un mélange d'incrédulité et de fascination. Il compara sa requête à la fabrication d'un pistolet à partir de plutonium, une entreprise aussi insensée que redoutable. Sungwoo, impassible, lui demanda si cela signifiait que la tâche était impossible. Si c'était le cas, il se contenterait de payer pour la boîte et repartirait. Après tout, le serveur coréen comptait aussi des artisans de talent. Hearst poussa un profond soupir avant de lever une main pour l'interrompre, rien n'était impossible dans son atelier. Cette commande, précisa-t-il, lui vaudrait sans doute de nombreux maux de tête, mais il s'en chargerait. Après avoir discuté des détails techniques et des matériaux nécessaires, Sungwoo quitta l'atelier et retourna à son logement pour la nuit. Un peu plus tard, il eut une entrevue privée avec la présidente Love. D'une voix posée, elle lui expliqua que l'Amérique était un territoire d'une immense complexité. Vaste et fragmenté en 3 serveurs, sa diversité raciale et culturelle engendrait inévitablement de nombreux défis. Pourtant, malgré les tensions et les obstacles, ils avançaient ensemble. D'abord, ils s'étaient alliés au serveur central et canadien, puis ils avaient réussi à établir des relations avec le serveur japonais. Et à présent, le contact venait d'être noué avec le serveur coréen. Ils avaient cru pouvoir gérer la situation sans subir de pertes majeures, mais l'incident récent lui avait ouvert les yeux, il n'était pas encore totalement préparé. Toutefois, elle n'était pas du genre à abandonner ou à attendre que la situation leur échappe. Dans ce monde en perpétuel bouleversement, tout pouvait arriver. Si leur avancée prenait du retard, elle espérait que Sungwoo accepterait de se joindre à eux pour unifier le monde. Sungwoo esquissa un sourire fugace. C'était une histoire compliquée, admit-il, mais avant de parler d'unité, ne devrait-il pas se préoccuper du véritable problème ? Les monstres qui prenaient de l'ampleur en Amazonie ne représentaient-ils pas une menace bien plus pressante ? La présidente Love hocha lentement la tête. Son regard se fit plus grave lorsqu'elle lui demanda s'il était toujours en possession du Dragono. Sungwoo acquiesça sans hésitation. Elle prit alors une inspiration avant de lui révéler une information capitale, un dragon adulte régnait déjà sur l'Amazonie. Sungwoo demanda alors si elle était certaine qu'ils avaient bien repéré un véritable dragon. La présidente Love lui assura que leurs informations étaient exactes. Le seul élément rassurant était que cette créature effroyable ne semblait pas prête à quitter l'Amazonie pour le moment. Il y a peu, le Brésil constituait encore un bastion de guildes redoutables, notamment dans certaines villes du Sud. L'une d'elles comptait jusqu'à 10 joueurs de niveau 20. Sungwoo jugea cela remarquable car sur le serveur coréen, seul lui et Han Gang-sok avaient atteint un tel niveau. Il trouva ce chiffre impressionnant et en réfléchissant aux informations obtenues, il écouta la présidente Love lui expliquer qu'ils avaient été tout aussi stupéfaits lors de leur première confrontation avec le dragon. Avec du recul, cela semblait évident, des monstres n'avaient cessé d'émerger de cet immense donjon qu'était l'Amazonie, les joueurs avaient dû les affronter chaque jour pour survivre. Sungwoo trouva cela parfaitement logique. Leurs conditions de combat étaient diamétralement opposées à celles de la côte et des États-Unis, où la facilité du cadre de vie avait fini par ramollir les habitants. La présidente Love l'informa ensuite que même ces joueurs d'élite avaient été balayés une semaine plus tôt. Selon le rapport de la délégation envoyée à Rio de Janeiro, une coalition de 13 guildes, rassemblant près de 2800 combattants, avait entrepris une expédition pour éradiquer la source des monstres en Amazonie. Sungwoo supposa qu'ils avaient provoqué la colère du dragon, mais la présidente Love rectifia aussitôt, il ne s'agissait pas de colère, mais d'une rétribution. Le Brésil, et avec lui toute l'Amérique du Sud, avaient été rayés de la carte en une seule nuit, sous leurs yeux impuissants. Depuis leur position, ils avaient vu les flammes dévorer le ciel austral et n'avaient pu que prier pour qu'elles ne franchissent pas leurs frontières. Après avoir assisté à cet événement cataclysmique, ils avaient reçu une quête. Son nom était la pire forme de vie. Il s'agissait d'une mission de type éliminer ou fuir, dont l'objectif exact et les récompenses restaient inconnus. Les Américains avaient assisté à la destruction absolue qui avait embrasé la Terre. Le responsable de ce cataclysme était appelé Dragon. Après avoir anéanti toute forme de vie sur le continent sud-américain, la créature était retournée dans son antre pour y sombrer dans un sommeil profond. Cependant, dans 48 jours, elle reprendrait son activité, sa prochaine destination était l'Amérique du Nord. 2 options s'offraient alors à eux, l'affronter avec une audace suicidaire ou fuir stratégiquement. S'ils échouaient à l'arrêter, le dragon dévasterait l'Amérique du Nord avant de replonger dans sa torpeur. Une fois réveillé, il se mettrait en marche vers une nouvelle cible. L'Asie de l'Est serait alors sa prochaine victime, prévint la présidente Love. Il s'agissait d'une quête cachée, activée par le serveur brésilien. Sungwoo comprit que cette situation ne concernait pas uniquement les autres. Si rien n'était fait, le dragon atteindrait l'Asie via l'Amérique en moins de 100 jours. Pire encore, il risquait de devenir plus puissant d'ici là. La présidente Love lui demanda alors s'il pensait qu'il pourrait devenir suffisamment fort pour l'arrêter dans les 41 jours restants. Sungwoo admit qu'il n'en était pas certain, tout ce qu'il pouvait faire, c'était essayer. Et si leurs efforts échouaient, ils devraient peut-être abandonner l'Amérique et se replier en Asie. La présidente Love expliqua que leur stratégie reposait sur l'unification. Cependant, si Sungwoo avait une autre approche, ils étaient prêts à le soutenir autant que possible. Le lendemain, Sungwoo se rendit à l'atelier des nains,
car son arme était enfin terminée. Maître Hearst épuisé, lui confia que la création de cet artefact l'avait presque rendu fou. Il avoua avoir l'impression que le sang qui coulait dans leurs veines était devenu tremblant sous l'effet du surmenage et du manque de repos. Il tendit l'arme à Sungwoo et lui demanda s'il en était satisfait. Cette arme portait le nom de prédateur de l'hiver. Son rang demeurait inconnu, mais elle avait été fabriquée par un joueur. Elle concentrait une énergie glaciale dévastatrice, capable de tirer en mode coup par coup à une cadence de 50 tirs par minute. En mode dispersion, elle libérait ses 50 projectiles en une seule salve. Toutefois, une minute de refroidissement était nécessaire avant toute nouvelle activation. La description indiquait que le mode par défaut était le tir unique. L'abaissement du levier enclenchait le mode dispersion, tandis que le remonter permettait de revenir au mode initial. La zone de dispersion était très large, aussi était-il essentiel de vérifier les alentours avant usage. Cette mise en garde figurait directement dans la description laissée par le créateur lui-même, Maître Hearst. Maître Hearst demanda à Sungwoo d'essayer cette arme, il avait installé des cibles pour l'entraînement. Sungwoo visa et tira une seule fois. Après avoir vu l'effet, Maître Hearst et ses ouvriers furent quelque peu soulagés, ayant accompli un travail remarquable en fabriquant cette arme terrifiante. Toute la zone devant lui s'était recouverte de glace, et Sungwoo fut impressionné, cette arme était incroyable. Maître Hearst déclara fièrement que tout ce qui était fabriqué par lui était soit incroyable, soit incroyablement incroyable. Au même moment, un événement d'importance se produisit, une saison mondiale venait de commencer. Une notification apparut devant tout le monde. Saison mondiale 1, l'ère de la rencontre. Guerre et paix à tous les joueurs du monde. Vous avez progressé dans vos serveurs respectifs et à présent, nous vous présentons un monde plus vaste. Serez-vous une grenouille au fond d'un puits ou un papillon prêt à déployer ses ailes? Serez-vous amicaux envers les étrangers ou animés par le désir de domination et de contrôle? Le monde, et non plus seulement votre serveur, décidera de votre destin. Dès à présent, rencontrez, interagissez, partagez, rivalisez et conquérez. Une autre notification essentielle apparut pour faciliter les interactions entre serveurs. Plusieurs règles ont été établies. Premièrement, chaque serveur peut élire un maître de serveur. Chaque joueur dispose d'un vote pour désigner un représentant. Deuxièmement, le maître de serveur possède les autorités suivantes. Où il peut former des alliances avec d'autres serveurs, celles-ci offrant divers avantages stratégiques. Où il peut déclarer la guerre à un autre serveur, prenant l'initiative du conflit et choisissant le champ de bataille ainsi que l'événement. Où il peut capituler face à un serveur adverse, lui cédant toute autorité. Son serveur devient alors une colonie et une partie de ses revenus en or est automatiquement versée au maître du serveur dominant. Maître Hearst fit remarquer que cela revenait à inciter les joueurs à s'entretuer et que Sungwoo allait être très occupé dans les jours à venir. Quelques minutes plus tard, une réunion fut organisée. La présidente leur fit observer que leur interaction avait eu un impact significatif sur ce développement majeur. Bien sûr, les frontières s'ouvraient progressivement dans le monde entier, et pas seulement à cause d'eux. Sungwoo réfléchit au fait que désormais, les quêtes allaient évoluer en fonction des actions des joueurs et des événements globaux. Cette saison mondiale était clairement conçue pour dynamiser les interactions et les conflits à l'échelle planétaire. L'âge de l'exploration venait de commencer. Au même moment, une notification informe tous les joueurs que le serveur égyptien a déclaré la guerre au serveur soudanais. Cette guerre sera diffusée en direct sur la chaîne officielle numéro 1. Anno surpris, fait remarquer la rapidité de cet affrontement. Ji-Yoon s'adressant à Sungwoo, s'interroge sur l'opportunité d'une déclaration de guerre à la Chine. Avant qu'elle ne puisse poursuivre, une nouvelle notification annonce que le serveur chinois numéro 1 vient de déclarer la guerre au serveur coréen. Cette guerre sera retransmise en direct sur la chaîne officielle numéro 2. Anno constate que les événements s'accélèrent plus vite que prévu, et Ji-Yoon fait remarquer que les Chinois viennent de prendre l'initiative. Sungwoo de son côté, considère que cette tournure n'est pas surprenante, mais que le moment choisi est problématique. Anno rappelle qu'un dragon représente déjà une menace, et Ji-Yoon demande à Sungwoo quelles décisions doivent être prises. Celui-ci répond qu'ils ne peuvent plus esquiver cette guerre maintenant qu'elle est déclarée. Il estime néanmoins que cette bataille peut être une opportunité pour se renforcer, car les gains qu'ils en tireront pourraient s'avérer décisifs face au dragon. La présidente leur fait remarquer que la situation est déjà difficile avec le dragon, et que cette guerre ne fait qu'alourdir le fardeau. Elle exprime l'espoir d'une victoire du serveur coréen. Sungwoo lui demande si un soutien des forces américaines est envisageable. La présidente leur répond que bien qu'alliés, leur situation actuelle ne leur permet pas une intervention directe. Ils doivent surveiller leurs voisins et faire face à des tensions internes encore non résolues. Sungwoo acquiesce, disant qu'il la recontactera à l'issue de la guerre. Sur ce, Sungwoo ouvre un portail pour retourner en Corée du Sud. De retour à la ville de Suwon, des vaisseaux aériens sillonnaient le ciel. Le lancier Kyongso l'informe que 7 vaisseaux aériens ont été réparés et que 2 autres ont été obtenus en récompense. Ils disposent désormais d'un total de 9 appareils. En outre, ils ont accumulé un arsenal conséquent d'armes de siège, de provisions militaires et d'équipements de transport. Toutes les forces de la faction de l'Arbre-Monde sont fin prêtes pour la guerre, et il attend les instructions.
Sungwo ordonne alors de transmettre un message à l'ensemble du serveur. Cette fois-ci, il ne s'agira pas d'une simple guerre défensive. Sungwo considère que même s'il repousse l'invasion et lance une contre-attaque, cela ne fera que retarder une nouvelle offensive ennemie. La guilde Hwarang et la compagnie des chasseurs sont les premières à répondre à l'appel. La guilde de la libération et les forces basées dans la capitale se mobilisent également. Au-delà des grandes factions, de nombreux contacts se manifestent à travers le pays. Plusieurs guildes proposent non seulement des troupes, mais aussi de l'or et des équipements. Le père de Hanno fait remarquer que cette déclaration de guerre semble galvaniser les joueurs. Le lieutenant Kim ajoute que leur pays sait toujours se rassembler face à l'adversité. Une notification apparaît alors. Sungwo a été élu premier maître de serveur du serveur coréen. Il a désormais le pouvoir de définir diverses politiques pour son serveur. Hanno plaisante en disant que Sungwo est devenu le boss final du serveur, tandis que Jisoo-yoon note que cette responsabilité pèse lourd sur ses épaules. Sungwo, quant à lui, n'a jamais convoité ce rôle, sachant qu'il implique plus de responsabilité que de gloire. Une nouvelle notification indique que le serveur chinois a l'initiative, grâce à sa déclaration de guerre. L'ennemi est en train de choisir le mode de guerre, le champ de bataille et les conditions de l'affrontement. La guerre débutera 24 heures après la finalisation de ses choix. En tant que maître de serveur, Sungwo a la possibilité de capituler, mais dans ce cas, le serveur coréen deviendrait une colonie du serveur chinois. Sungwo remarque qu'il ne peut pas encore prendre de décision, ne sachant pas quelles options seront sélectionnées par l'ennemi. Le lieutenant Kim souligne que l'ennemi choisira nécessairement un champ de bataille qui lui est favorable. Le père de Hanno demande s'il risque d'être transporté en Chine, plaisantant sur le fait que ce serait sa première visite à l'étranger. Sungwo répond que pour l'instant, leur priorité est d'obtenir des renseignements. Le lancier Kyongso informe immédiatement la compagnie des chasseurs et la guilde de la libération, qui commencent sans tarder à travailler sur la question. La compagnie des chasseurs et la guilde de la libération transmettent des renseignements cruciaux. Selon ces informations, 9000 soldats se sont rassemblés à Pékin, avec la possibilité de renforts supplémentaires. L'armée unifiée de Kyushu, issue des survivants du serveur d'Okinawa, s'est reconvertie en bande de pirates et a été recrutée par le serveur chinois. Par ailleurs, la flotte de l'amiral Baker a été repérée en mer Jaune, où elle aurait établi un contact avec un porte-conteneur chinois. Le père de Hanno, excédé, s'insurge contre cette accumulation d'ennemis, tandis que le lancier Kyongso mentionne la possibilité que les chasseurs sibériens rejoignent également le conflit. Sungwo considère cependant que cette situation leur offre une occasion unique d'éliminer tous leurs adversaires d'un seul coup. Mais plus encore que de simplement les repousser, ils doivent les épuiser jusqu'à la dernière ressource. Il estime que sans cette stratégie, ils seront incapables de survivre face aux dragons. Finalement, une notification apparaît, informant tous les joueurs que l'ennemi a sélectionné la méthode de guerre ainsi que le champ de bataille. Les affrontements se dérouleront à Suwon, Séoul et Busan, sous l'intitulé Division et Convergence. Premier point, le champ de bataille est divisé en 3 zones, où les combats auront lieu simultanément. Deuxième point, une puissante amélioration sera accordée au serveur pour chaque victoire remportée sur un champ de bataille. Dernier point, un portail s'ouvrira pour le camp victorieux, permettant le renfort d'un autre champ de bataille. Hanno s'interroge sur la signification de cette stratégie. Le lancier Kyongso explique que les Chinois comptent s'imposer sur 2 champs de bataille où Sungwo ne sera pas présent, engrangeant ainsi des améliorations avant de l'affronter dans un ultime affrontement. Jisoo-yoon souligne que leur armée est déjà en infériorité numérique et qu'ils devront désormais se scinder en 3 groupes, ce qui rend leur position encore plus fragile. Hanno constate que cette configuration leur est extrêmement défavorable. Une nouvelle notification leur indique que la sélection des forces déployées débutera dans 12 heures et que la composition des troupes sera révélée à l'ennemi. Sungwo réalise que c'est le pire scénario possible. Le lieutenant Kim ajoute que leur adversaire pourra ainsi anticiper ses mouvements et positionner ses forces en conséquence. Sungwo sait qu'il ne pourra pas résoudre ce problème seul et qu'il devra en discuter avec la guilde de Hwarang, la compagnie des chasseurs et la guilde de la libération. Cherchant un moment de répit, Sungwo s'est retiré temporairement dans les montagnes pour réfléchir. Il a franchi tant d'épreuves pour arriver jusqu'ici, mais la situation lui semble désespérante. Le temps presse et aucune solution évidente ne se présente. Alors qu'il médite sur la situation, des éclaireurs viennent lui annoncer l'arrivée d'un visiteur. Bien qu'il ait spécifié vouloir être seul, il demande l'identité de cette personne. En guise de réponse, les éclaireurs lui tendent une pomme de terre, expliquant que l'inconnu a affirmé que Sungwo le reconnaîtrait ainsi. Il s'éloigne ensuite, laissant entrer le visiteur. Sungwo s'adresse alors au roi, lui demandant la raison de sa venue. Le roi répond qu'il est là pour veiller sur le maître des lieux. Il ajoute qu'il aurait peut-être dû arriver plus tôt, mais insiste sur la nécessité de rester prudent face aux regards indiscrets. Sungwo saisit immédiatement l'allusion et vérifie si le créateur est en train de l'espionner. Constatant qu'il n'est pas sous surveillance pour l'instant, il informe alors le roi qu'ils peuvent parler librement. Le roi conseilla à Sungwo de surveiller attentivement ce statut hors antenne pour le moment, car il avait une histoire étrange et mystérieuse à lui raconter. Il ajouta que ce serait fâcheux si cela venait à fuiter. Il se vanta ensuite d'avoir un petit 6e sens,
Ce à quoi Sungwoo répliqua en plaisantant qu'avoir un tel don était déjà en soi quelque chose d'étrange et de mystérieux. Le roi poursuivit en expliquant que la nuit précédente, il n'avait pas réussi à dormir à cause de la voix d'un dieu. Sungwoo voulut savoir ce que ce dieu lui avait dit. Selon le roi, ce dernier avait annoncé que Sungwoo pourrait remporter cette guerre s'il était chanceux, mais qu'il périrait inéluctablement face à un dragon. Sungwoo demanda alors si cette prophétie était immuable ou s'il existait un moyen de la contourner. Le roi lui répondit qu'il avait également posé cette question et qu'une réponse lui avait été donnée. Sungwoo devait offrir de petites statues du général Shine et du vaisseau amiral de l'amiral Baker à l'Arbre-Monde. Il ajouta ensuite qu'il avait oublié la suite de la révélation divine, ou peut-être prétendait-il simplement ne plus s'en souvenir. Devant cette attitude, Sungwoo ressentit une impulsion meurtrière, ce qui amusa le roi, qui lui recommanda de se calmer en prétendant ne réellement pas connaître la suite. Il expliqua que les dieux disaient ce qu'ils voulaient et s'arrêtaient là, sans offrir davantage d'éclaircissements. Ce qui importait surtout, c'était que Sungwoo avait besoin de chance pour gagner cette guerre avant d'affronter le dragon. Le roi conclut en affirmant que ses parents dans la grande chaîne de montagnes lui viendraient en aide et que lui-même serait sa grande chance. Pendant ce temps, quelque part en Chine, l'amiral Baker, Monsieur Boris plus connu sous le nom de Tsar et l'ancien Miyamoto attendaient l'arrivée de quelqu'un. Leur majordome les informa que le général Shine était sur le point d'entrer. Lorsqu'il fit son apparition, le général se présenta comme Shine Liang du Grand Empire et s'adressa d'abord au Tsar sur un ton moqueur, disant avoir entendu dire qu'il avait éprouvé quelques difficultés récemment lors de ses chasses, bien qu'il semble en bonne santé. Il se tourna ensuite vers l'amiral Baker et nota que ses troupes avaient été réduites de moitié, avant d'ajouter qu'il était honoré de le rencontrer. Enfin, il s'adressa à Miyamoto et assura que son organisation serait rétablie avec leur aide. Dans cette salle, tous partageaient un même objectif, éliminer le nécromancien du serveur coréen. Le tsar insista sur le fait qu'il ne considérait pas avoir perdu face à cet adversaire, mais que son combat avait été interrompu par l'intervention d'un individu imprévu, ce qui avait tout compliqué. Miyamoto alla dans son sens, regrettant la perte de l'épée sainte et le fait que l'homme ayant vaincu le tsar avait aussi anéanti la majorité des forces japonaises restantes, un véritable désastre pour lui. À cause de cela, il avait ensuite dû subir les conséquences laissées par un chien de chasse incontrôlable. L'amiral Baker assura que sa flotte réduirait le nécromancien en poussière et qu'il récupérerait les navires de guerre que ce dernier lui avait dérobés. Le général Shine les félicita pour leur stratégie conforme aux règles de déclaration de guerre de cette saison mondiale et assura qu'ils atteindraient tous leurs objectifs. Le tsar s'enquit ensuite de savoir si cet adversaire gênant qui maniait la foudre prendrait part à la guerre. Le général Shine indiqua que cela restait à vérifier. L'homme classé premier du serveur coréen ne semblait pas prêter attention aux événements depuis le début, et ses actions passées confirmaient qu'il poursuivait un but différent. Il était en quête du pouvoir de Tar. Le tsar confirma ses dires, mentionnant que cet individu avait évoqué la dimension infernale lors de leur dernier affrontement. Pris au dépourvu à l'époque, il assura qu'il ne le manquerait pas la prochaine fois. Le général Shine rapporta que leur unité de renseignement, composée de Rancor, avait tenté de le localiser, sans succès. La seule information certaine était qu'il maniait la foudre. En fin de compte, leur équipe de trackers avait été anéantie en moins de 4 heures. Chaque enregistrement de combat disponible en ligne montrait que cet homme avait remporté la victoire de manière décisive, rendant toute analyse tactique impossible. C'était précisément la raison pour laquelle l'Empire considérait cet individu comme une cible à haut risque, rien n'était plus dangereux que l'inconnu. Cependant, grâce au tsar, il savait désormais qu'il était à la recherche de la dimension infernale. Il y a 3 heures, une porte de l'enfer de niveau 3 avait été ouverte à Tunguska, en Sibérie. Le tsar sembla mécontent de cette nouvelle. Le général Shine affirma que cela était inéluctable. Un parchemin permettant d'ouvrir une telle porte n'était pas chose aisée à obtenir, et même s'il savait qu'il s'agissait d'un piège, il y foncerait, car personne obsédé par le pouvoir de l'enfer ne pouvait ignorer une telle opportunité. Le tsar débordait de confiance et déclara au général Shine qu'il voulait affronter le nécromancien sur le même champ de bataille. Ce dernier reconnut aussitôt son adversaire. D'après les renseignements qu'il avait recueillis, Boris était considéré comme imbattable en duel singulier. Il lui demanda alors de quel soutien il aurait besoin pour s'assurer une victoire décisive. Le tsar répondit sans hésitation qu'il lui fallait autant de prêtres de guérison de haut niveau que possible. Le général Shine hocha la tête, approuvant cette demande. La méthode du tsar était simple, mais terriblement efficace. D'après les informations dont il disposait, si l'homme à la foudre n'était pas intervenu lors du dernier affrontement, l'issue aurait été bien différente. Avec les bénédictions des prêtres, la victoire semblait assurée. Convaincu, le général Shine donna son accord. Le tsar affronterait le nécromancien, tandis que le reste des troupes se chargerait des autres fronts de bataille. De son côté, Miyamoto s'enquit de la participation de l'empereur, demandant si ce dernier allait rejoindre le combat. Le général Shine répondit avec assurance que leur armée était suffisamment puissante et que cette guerre serait bien plus facile qu'il ne l'imaginait. L'intervention de l'empereur ne semblait donc pas nécessaire. Quelques heures plus tard, au sein de la faction de l'Arbre-Monde, une effervescence palpable régnait.
Toutes les grandes factions du serveur coréen s'étaient rassemblées à Suwon. Hanno et son père ne purent masquer leur stupéfaction en découvrant le nombre impressionnant de joueurs prêts à combattre à leur côté. Le lancier Kyongso fit son rapport à Sangwo. La guilde de la Libération comptait 1441 membres, tandis que l'alliance des chasseurs de YUI Jongbu et Paju rassemblait 964 combattants. De plus, 1667 joueurs supplémentaires avaient afflué depuis Busan et d'autres régions. À cela s'ajoutaient 3 équipes, parmi lesquelles figuraient 3021 survivants de l'île des pirates, venus exprimer leur reconnaissance. Sangwo ne s'attendait pas à ce que ceux qu'il avait sauvés lors du raid viennent lui prêter main forte à un moment aussi décisif. Dans la salle de conférence, il réunit tous les officiers supérieurs pour préparer la bataille à venir. Le temps pressait, il restait à peine 12 heures avant l'affrontement. Il entama la discussion en abordant une question cruciale, comment répartir leurs forces. Harry Potter aux cheveux violets suggéra que les murs et les barrières de Suwon étant achevés, une force minimale suffirait pour défendre la place. Mais Ansok exprima une objection immédiate, soulignant que cette ville était leur bastion le plus stratégique. Et si l'ennemi lançait une attaque massive et concentrée? Le débat s'anima rapidement. Certains proposèrent de diviser leurs vaisseaux aériens pour couvrir plusieurs fronts, tandis que d'autres défendaient l'idée de les regrouper en un seul point pour maximiser leur impact. Sangwo, les bras croisés, écoutait attentivement. Il savait qu'il n'existait pas de réponse parfaite. Soudain, une notification apparut devant lui. La sélection croisée des déploiements de bataille débutera bientôt. Le procureur, le regard grave, exhorta alors Sangwo à se préparer et à prendre une décision finale. Une notification surgit devant Sangwo, lui demandant de sélectionner le premier champ de bataille ainsi que les forces du serveur coréen à déployer. L'incertitude l'assaillait, mêlant réflexion et confusion. Mais le temps n'était plus à l'hésitation. Sans garantie de succès, ils devaient jouer leur première carte. Au même instant, au siège de la chaîne de diffusion coréenne, l'effervescence gagnait les studios. Les commentateurs s'activaient, réglant leurs micros et ajustant leurs notes en prévision du direct. La journaliste Anne informa les spectateurs que le moment de la sélection croisée était arrivé et précisa que 3544 personnes suivaient en temps réel l'affrontement entre les serveurs coréens et chinois. Elle poursuivit en expliquant que la guerre se déroulait sur 3 fronts, Séoul, Suwon et Busan. Elle ajouta que selon les règles de la sélection croisée, le maître du serveur devait révéler le nombre de forces déployées ainsi que leur position. Son collègue rappela aussitôt que leur serveur était désavantagé, car il devait dévoiler ses positions en premier, offrant ainsi un avantage stratégique à l'adversaire. Anne, visiblement irritée, répliqua que la situation était catastrophique et que le système était biaisé au possible, ajoutant qu'elle n'hésiterait pas à adopter un point de vue partial dans ses commentaires. Lorsque son collègue tenta de lui rappeler l'importance de l'impartialité journalistique, elle s'emporta davantage, affirmant que si leur camp perdait cette guerre, il deviendrait une colonie et mourrait de faim, et que ce qu'elle faisait à cet instant relevait de la défense de la liberté de la presse. Pendant ce temps, Sangwo prit sa décision, Séoul serait le premier champ de bataille. Pourtant, les forces coréennes sur place semblaient dérisoirement faibles. Ji Soo-yoon y avait été envoyé, accompagné du roi de la grande chaîne montagneuse et d'une centaine de joueurs d'élite. La riposte du serveur chinois ne tarda pas. En réponse, 4000 unités furent déployées, incluant les impitoyables pirates japonais de Kyushu. Furieuse, Han frappa du poing sur la table et s'indigna en se demandant combien de fois ses envahisseurs allaient attaquer en même temps. Son collègue, concentré sur l'analyse stratégique, parcourut rapidement les données affichées à l'écran. Il fit remarquer qu'une grande partie des forces coréennes étaient positionnées à Suwon et précisa que 9 unités alliées, un arsenal varié d'armes de siège et une armée colossale y avaient été rassemblés, ce qui ressemblait fortement à une stratégie all-in. Toutefois, il nota avec surprise que le nom de Sangwo n'apparaissait nulle part sur la liste. Il laissa alors échapper une hypothèse, et si le nécromancien défendait Busan seul? Une notification surgit, annonçant que le 3e déploiement de force serait transmis à la faction adverse. Le procureur demanda alors à Sangwo s'il pouvait s'en sortir seul ou s'il avait besoin d'assistance. Ce dernier lui répondit qu'il avait un plan, mais qu'il devait être seul pour le mener à bien. Le lancier Kyongso signala aussitôt que les Chinois avaient commencé leur déploiement. Quelques secondes plus tard, des portails s'ouvrirent à travers la Corée, déversant des vagues de joueurs ennemis. En un clin d'œil, l'armée chinoise était en ordre de bataille. Observant les mouvements adverses, Kyongso ajouta que les Chinois avaient également massivement renforcé leur position à Suwon. Il expliqua que compte tenu de la population écrasante de joueurs en Chine, il était logique qu'ils puissent envoyer d'importantes forces sur chaque front. Il mentionna également la présence de la flotte de l'amiral Baker, venue briser les barrières et forcer les murailles. Le lieutenant Kim, soucieux de la meilleure stratégie à adopter, demanda à Sangwo s'il devait privilégier l'attaque ou la défense. Sangwo lui répondit simplement qu'il devait minimiser les pertes et gagner autant de temps que possible. Un portail menant à Busan s'ouvrit alors. Avant qu'il ne s'y engage, le procureur lui demanda s'il avait un dernier mot. D'un ton ferme, Sangwo déclara qu'ils allaient gagner cette guerre et qu'ensuite, ils iraient tous ensemble frapper au cœur de la base ennemie en Chine. Dès son arrivée à Busan, il scruta la liste des forces adverses envoyées pour l'affronter.
Il constata rapidement que l'ennemi avait soigneusement choisi sa composition, des tireurs d'élite, des assassins, des mages de glace, des prêtres et des paladins, autant de classes conçues pour contrer un nécromancien et son armée de morts. Mais surtout, ils avaient dépêché Boris, le tsar russe. Sun Guo comprit immédiatement que les Chinois avaient analysé son précédent combat contre le tsar et avaient décidé qu'il était l'adversaire idéal pour l'éliminer. Une nouvelle notification apparut, indiquant que la guerre débuterait dans 12 heures. Pendant cette période, les attaques entre joueurs étaient interdites sous peine de mort immédiate. Sun Guo invoqua alors la Lich Victor. Ravi d'être convoqué, celui-ci apparut, avant d'être aussitôt renvoyé par Sun Guo, sans explication. Puis il répéta l'opération, encore et encore, sans raison apparente. 12 heures plus tard, la guerre éclata officiellement. Boris rugit que Sun Guo était fini, mais un joueur s'agita paniqué, en évoquant une alerte reçue une demi-heure plus tôt à propos d'un mystérieux débordement du crépuscule. Avant que Boris ne puisse réagir, un gigantesque soleil incandescent s'abattit sur lui, provoquant une explosion titanesque, semblable à une version miniature d'une détonation nucléaire. Même la Lich Victor, pourtant habituée aux scènes de destruction, fut impressionnée. Sun Guo venait d'activer un pouvoir redoutable, l'harmonie de la mort, acquise grâce à la présence de 3 liches dans son groupe. Cette fois, sa compétence d'explosion de cadavres n'avait pas renforcé la fabrication d'armes en os, mais avait été temporairement portée à son niveau ultime. Sun Guo avait parfaitement préparé son plan. Le temps de pause obligatoire avant le début de la guerre lui avait permis d'accumuler un immense stock de cadavres. Quant à l'alerte envoyée à l'ennemi, son intitulé obscur débordement du crépuscule l'avait probablement empêché de comprendre l'ampleur du danger. Désormais un véritable déluge de souffle des abysses s'abattait du ciel, engloutissant le champ de bataille. Ses serviteurs méthodiques continuaient de projeter des cadavres imprégnés de l'explosion à haute pression, répandant destruction et chaos. Pourtant, il subsistait une infime chance que le tsar ait survécu. Sun Guo invoqua alors un épais nuage toxique, destiné à achever les derniers résistants. Soudain, la transmission en direct depuis Busan se coupa brutalement, les flux de Séoul et Suwon restèrent actifs. Dans les studios de la chaîne coréenne, la journaliste Han ordonna immédiatement aux équipes d'envoyer davantage de drones dans la zone. Quelques minutes plus tard, les nouveaux appareils atteignirent leur destination et révélèrent un spectacle d'horreur. Busan était méconnaissable, toute la ville semblait noyée sous une mer de souffle des abysses, un océan de ténèbres mouvantes. La journaliste murmura que c'était à cela que ressemblait une véritable annihilation. Le sol était recouvert d'une horde de morts vivants et de soldats squelettes. Jusqu'ici, elle pensait que l'armée coréenne à Suwon remporterait la victoire avant de venir renforcer les autres fronts, mais elle se rendit compte qu'elle s'était trompée. Elle comprit alors que c'était le nécromancien qui avait remporté le premier champ de bataille et éclata d'un rire nerveux. Cette victoire, non seulement sauvait leur nation, mais assurait aussi la pérennité de son emploi. À Séoul, le petit tigre informa le roi de la grande chaîne montagneuse que l'ennemi convergeait du nord. Le roi furieux s'interrogea sur l'audace de ces imbéciles qui osaient manœuvrer ainsi. Cependant, au lieu d'ordonner l'affrontement direct, il préféra la retraite vers une position stratégique, une décision qui permit aux élites coréennes d'échapper de justesse à un encerclement certain. Lorsque les assassins chinois arrivèrent sur place, ils constatèrent que la zone était vide et ne comprirent pas comment leurs adversaires anticipaient leurs mouvements. Dispersés à travers la métropole de Séoul, les élites du roi utilisèrent leur sens aiguisé pour esquiver les 4000 ennemis et éviter une défaite totale. Néanmoins, la situation s'aggrava lorsque leur 12e unité succomba. Le roi reconnut alors que de nombreux camarades tombaient au combat. Ji Zuyun suggéra d'affronter directement l'ennemi afin de réduire leurs effectifs, mais le roi refusa estimant que cette opération ne devait pas dégénérer en confrontation frontale, d'autant plus que 4000 adversaires représentaient un nombre impossible à éliminer aisément. Il savait que le moindre retard dans leur déplacement les obligerait à se rendre. Alors qu'un jeune éclaireur les informait de l'approche de l'ennemi, Ji Zuyun ajouta qu'elle percevait une multitude d'adversaires devant eux. Le roi en déduisit qu'il n'avait pas d'autre choix que de percer les lignes ennemies. Les ninjas surgissant soudainement, lancèrent des bombes tout en hurlant qu'ils prenaient leur revanche pour l'épée sainte. Le roi parvint à bloquer les explosifs en utilisant des racines d'arbres, avant de tailler en pièces les ninjas japonais, tout en ruminant sur leur ténacité. Ji Zuyun l'avertit alors que leur chef était en route vers eux. Pendant ce temps, le jeune tigre annonça au roi que leurs troupes étaient décimées et que moins de la moitié des soldats survivaient encore. Ji Zuyun, observant la situation, comprit que l'encerclement ennemi se refermait sur eux et qu'aucune issue autre que la mort ne semblait envisageable. Le roi ordonna à ses troupes de tenir le plus longtemps possible, ajoutant que s'ils devaient mourir, il fallait trouver un lieu où résister jusqu'au bout. Il envisagea un endroit clos qui leur permettrait de gagner du temps, même piégés. Ji Zuyun lui demanda alors s'il pouvait sceller un bâtiment solide avec ses racines, ce que le roi confirma, bien qu'il précisât que l'effet ne durerait pas indéfiniment. Ji Zuyun insista sur le fait que c'était leur meilleure chance, sinon il ne leur resterait qu'à combattre jusqu'à la fin. Le roi acquiesça, déclarant que si cet endroit devait devenir leur tombeau, alors il serait grandiose. Toutefois, il ajouta que la mort n'était peut-être pas une fin en soi.
Au même moment dans la ville de Suwon, la barrière de l'Arbre-Monde subissait les assauts continus de la flotte de l'amiral Baker. Les canons ennemis améliorés depuis leur première défaite surpassaient désormais en portée et en puissance. Hanno, exaspéré, s'emporta en affirmant que c'était de la triche et que la technologie chinoise ne pouvait surpasser l'américaine. Le procureur exigea que l'on se concentre sur la défense, mais la barrière commença à se fissurer. Une brèche apparut et l'amiral Baker ordonna de brûler la ville de l'Arbre-Monde. Les drones retransmirent en direct les combats à Séoul et la reporter Han, désespérée, exprima son besoin d'un miracle. À Sioux-Town, les murs s'effondraient sous les bombardements, tandis qu'aucun signal ne parvenait de Busan. Là-bas, Sungguo achevait l'invasion, seul le tsar tenant encore bon, pestant contre les circonstances. Sungguo lui fit remarquer que revenir en ces lieux avait été une erreur, affirmant que cette terre était plus cruelle encore que la Sibérie. Tapi dans l'ombre, le général Shine observait le direct, reconnaissant que la puissance de Boris était hors norme, mais estimant qu'il serait risqué de compter uniquement sur lui. C'est pourquoi il avait envoyé les chevaliers de l'or radieux avec les prêtres. Son plan était simple, il suffisait de gagner du temps jusqu'à la destruction de Suwon et de Séoul. Avec leur supériorité écrasante en qualité et en nombre, il était persuadé qu'il ne pouvait pas perdre cette guerre. Pourtant, l'un de ses subordonnés lui annonça alors que Busan venait d'être entièrement soufflé par une explosion d'une ampleur inédite. Le général en déduisit que leur force y avait été anéantie, et grinçant des dents, il prit conscience que ce conflit s'avérait bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Néanmoins, il se réconforta en se disant que la victoire n'en serait que plus savoureuse après une épreuve difficile. Dès lors, il ordonna la mobilisation totale de ses troupes, affirmant que leur objectif était d'arracher l'Arbre-Monde à tout prix. Peu importait si le nécromancien remportait cette bataille, il veillerait à ce qu'il n'y en ait pas de prochaine pour lui. Une notification apparut soudain, annonçant à Sungguo sa victoire sur le champ de bataille de Busan. Il disposait désormais de 5 minutes avant de pouvoir rejoindre un autre front. D'abord persuadé qu'il pourrait se rendre immédiatement ailleurs, il réalisa qu'en plein combat, 5 minutes pouvaient suffire à causer la perte de ceux qu'il aimait. À Séoul, au cœur d'un gratte-ciel enveloppé de racines, Ji-Yoon rapporta que les bombardements ennemis avaient finalement cessé après 10 minutes. Le roi estima que leurs adversaires avaient sans doute compris que poursuivre ces attaques imprudentes ne mènerait à rien. Contrairement à eux, les Chinois devaient jouer contre la montre. Ji-Yoon souligna qu'un tel silence ne pouvait être anodin. Le roi en convint. Leurs ennemis devaient préparer une nouvelle tactique. C'est alors que Ji-Yoon perçut des bruits feutrés à l'extérieur du bâtiment, bien plus discrets que ceux d'un soldat ordinaire. Immédiatement, elle avertit le groupe, des ninjas approchaient. Le roi, absorbé par le maintien de la structure, s'excusa de ne pouvoir se déplacer. Ji-Yoon le rassura, ce n'était pas encore nécessaire. Bientôt, les ninjas transpercèrent les racines et s'infiltrèrent dans le bâtiment. Ressentant leur présence, le roi ordonna à ses élites de combattre avec la détermination de ceux qui n'avaient rien à perdre. Ji-Yoon, aux côtés des meilleurs guerriers, se plaça en première ligne pour barrer la route aux assaillants, mais au lieu d'attaquer frontalement, ces derniers lancèrent des bombes à distance. Les détonations retentirent violemment, mais Ji-Yoon, indemne, répliqua d'un geste fulgurant, tranchant plusieurs ennemis. Son épée nommée loup explosif absorba le sang de 5 d'entre eux, augmentant temporairement sa force et son agilité. Son instinct de chasseuse s'éveilla après 2 minutes de combat acharné. Un message s'afficha dans son esprit, chasse initiée. Pourtant, la fatigue se faisait sentir, et la dernière explosion l'avait touchée. Alors que de nouveaux ninjas se déversaient dans le bâtiment, elle en élimina 2 autres, renforçant encore la puissance de son arme. Ses ennemis finirent par comprendre qu'elle ne faisait que gagner du temps. Ils tentèrent alors de la contourner pour atteindre celui qui contrôlait les racines, mais dès qu'ils franchirent le couloir, ils furent sauvagement abattus par les lions d'élite. Aussitôt, les tigres d'élite furieux se jetèrent sur leurs adversaires pour venger leurs frères d'armes. Pendant ce temps, l'épée de Ji-Yoon avait accumulé suffisamment de sang pour activer l'effet champ de bataille, lui offrant 5 précieuses minutes d'immunité contre les effets de statue et une insensibilité totale à la douleur. Elle ne ressentait plus ses blessures, mais cela ne signifiait pas qu'elles avaient disparu. Une notification apparut alors, lui annonçant une invitation vers un lieu inconnu. Pour l'accepter, elle devait remplir certaines conditions et ouvrir la porte des dignes. Mais elle ignorait encore de quoi il s'agissait. Avant même d'avoir le temps d'y réfléchir, un nouvel assaut eut lieu. Les ninjas fondirent de toutes parts, et elle les extermina avec sa compétence coup d'épée foudroyant. De son côté, un capitaine ninja donna l'ordre de déployer l'unité numéro 4. Ji-Yoon estima qu'en bloquant le couloir, elle pouvait les retenir indéfiniment. Se précipiter dans un espace confiné revenait à s'handicaper soi-même. Mais son élan s'interrompit lorsqu'elle aperçut un ninja ajustant un canon étrange, protégé par ses alliés. Une fraction de seconde plus tard, l'arme fut déclenchée, la déflagration projeta Ji-Yoon et ses adversaires au loin. Sous le choc, elle comprit avec horreur que ces fous n'hésitaient pas à sacrifier leurs propres hommes pour la piéger. Elle devait stopper l'ennemi, coûte que coûte. Mais alors que sa vision se troublait, une dernière notification s'afficha devant elle. Vous approchez de la porte des dignes.
Pendant ce temps, à l'autre bout du champ de bataille, Sungwoo voyait défiler les secondes avec une anxiété grandissante. Il ne lui en restait plus que 4 avant d'être redéployé. Chaque instant perdu accélérait sa frustration. Une fenêtre système apparut soudain, lui offrant 2 destinations, Séoul ou Suwon. Une rage sourde monta en lui. 5 précieuses minutes venaient de lui être arrachées. S'il arrivait malheur à ses compagnons, il ne permettrait pas à ses envahisseurs de connaître une mort rapide et indolore. Pendant ce temps, les forces coréennes tenaient fermement l'entrée de la ville de Suwon. Le chevalier de la mort s'adressa à Anno d'un ton sceptique, s'enquérant de la pertinence d'utiliser de simples dagues face à un tel assaut. Anno répliqua avec assurance qu'il n'était pas un vulgaire voleur. D'un geste fluide, le chevalier de la mort appliqua un enchantement sur ses armes. Une notification informa Anno qu'un poison paralysant venait d'être imprégné dans ses lames. Désormais, toute attaque infligerait une paralysie temporaire à l'ennemi. Sans attendre, Anno se projeta en première ligne, s'écriant qu'il était le gardien de ces lieux. Alors qu'il s'élançait, le chevalier de la mort remarqua une lueur rougeâtre apparaître sur son front. Il eut un flash, il avait déjà vu ce type de marquage dans un film. Ce point lumineux signifiait qu'un tireur d'élite l'avait pris pour cible. Mais en levant les yeux, il comprit rapidement que la menace ne venait pas d'un simple sniper, c'était un cuirassé. L'ennemi avait opté pour un bombardement à longue portée. En une salve dévastatrice, les obus lacérèrent le champ de bataille, sans la moindre considération pour les soldats amis pris dans l'explosion. Anno survécut de justesse à la première vague de tirs. Derrière lui, ses parents lui crièrent de se replier à l'intérieur de la forteresse, mais il refusa catégoriquement. Il déclara d'une voix ferme que l'ennemi semblait viser les compagnons de Sungwoo. S'il reculait, tout le monde serait en danger. Il n'avait d'autre choix que de tenir la ligne, quoi qu'il advienne. À l'horizon, une nouvelle vague de soldats ennemis se préparait déjà à l'offensive, tandis qu'une autre salve de bombardement était imminente. Le général Shine dirigeait personnellement l'attaque. Il observa la scène avec un mélange d'admiration et d'amusement, notant qu'un simple humain parvenait encore à survivre sous un feu aussi intense. Son conseiller lui suggéra d'attendre que l'amiral Baker déclenche un nouveau tir avant de progresser. Mais le général balaya cette proposition d'un revers de main. Il expliqua que le bombardement ne se poursuivrait pas indéfiniment. Si l'amiral Baker avait eu la possibilité de tirer encore, il l'aurait déjà fait, au lieu de simplement ajuster sa visée. D'un ton tranchant, il ordonna alors à ses hommes d'ouvrir 2 chambres spirituelles. 2 coffres massifs furent aussitôt transportés devant lui. Le conseiller s'inquiéta de voir le général utiliser ainsi 2 des 4 chambres spirituelles avancées qu'ils avaient en réserve. Mais Shine ne lui laissa pas le temps de protester. Il lui rappela qu'il ne pouvait se permettre le luxe de la patience. Les sceaux furent brisés, et dans un frémissement d'énergie, 2 entités surgirent des chambres scellées. Sungwoo, à peine arrivé sur le champ de bataille, reconnut immédiatement ces créatures. Il s'agissait d'esprits de l'eau avancés. Des invocations puissantes, capturées après la défaite de Li Wei, le légendaire invocateur d'esprits du serveur chinois numéro 2. D'un geste impérieux, le général Shine ordonna aux esprits de balayer toute résistance. Le lancier Kyongso ordonna à tous de se retirer des remparts, mais le père de Anno hésita, incapable de se résoudre à abandonner son fils, qui se trouvait en première ligne. Une vague d'eau gigantesque s'écrasa contre la forteresse, balayant tout sur son passage. Voyant les portes grandes ouvertes, le général Shine ordonna l'assaut immédiat. Toutefois, à sa grande stupeur, Anno et le chevalier de la mort étaient toujours debout, indemnes malgré la violence du raz-de-marée. Au même instant, une notification apparut, le vainqueur du champ de bataille de Busan rejoignait le combat. En conséquence, un buff de victoire fut accordé au serveur coréen, augmentant temporairement toutes les statistiques des joueurs coréens de 10 points. Le chevalier de la mort laissa échapper un soupir de soulagement, affirmant qu'ils étaient enfin sauvés. Anno, encore sous le choc, avoua que la vague était d'une puissance inouïe et qu'il n'avait survécu qu'avec un seul point de vie. Le général Shine, gardant son sang-froid, rappela à ses troupes qu'il restait en supériorité numérique. Même si le nécromancien se présentait, il insista sur la nécessité de percer les portes tout en évitant les champs de mines. Dans son esprit, il était clair que le nécromancien avait dû dépenser une grande partie de son mana et de ses ressources pour remporter la bataille de Busan. Il comptait exploiter cet affaiblissement pour le retarder et extraire l'arbre-monde. Si les renforts de Séoul arrivaient à temps, la victoire serait assurée. Soudain, un portail s'ouvrit dans le ciel, juste au-dessus des cuirassés de l'amiral Baker. Le général Shine donna l'ordre à ses hommes de maintenir leur formation défensive et de préparer les armes antiaériennes. Peu à peu, une masse rocheuse émergea du portail, mais ce n'était pas une simple pierre. Un bâtiment tout entier s'écroula sur eux, provoquant une déflagration titanesque. Pendant ce temps, de l'autre côté du champ de bataille, Jisoo-yun ouvrit les yeux. Elle avait été touchée par un tir de canon. Face à elle, le roi était présent et lui annonça que le nécromancien était arrivé à Suwon. Il lui assura qu'elle pouvait enfin se reposer. Leur opération avait réussi. Non loin de là, un jeune lion venait de périr de la main de son propre frère. L'aîné à l'agonie, murmura qu'il sentait sa propre fin approcher. Dans un dernier souffle, il demanda pardon au roi de ne pas avoir pu le servir jusqu'au bout. Celui-ci posa un regard empreint de compassion sur lui et le rassura.
Il lui confia qu'après une vie à se contenter de pommes de terre, il espérait qu'il trouverait un destin plus clément dans une autre vie. Mais au fond de lui, le roi sentait son calme vaciller. Il avoua qu'il était au bord de faire quelque chose d'inhumain. Ji-Yun, toujours déterminé, affirma que les ennemis allaient bientôt détruire le bâtiment, maintenant que ses racines protectrices avaient été arrachées. Elle ajouta qu'elle ne comptait pas mourir sans livrer un dernier combat. Le roi déclara que le bâtiment ne tiendrait plus longtemps et qu'il devait fuir sur le champ. Sans hésiter, Ji-Yun et lui sautèrent du bâtiment. À peine touchèrent-ils le sol qu'une pluie de flèches d'explosifs les accueillit. Pris dans les détonations, ils furent projetés au sol. Le ninja maniant le canon annonça froidement que les cibles avaient été touchées. Convaincu que leurs ennemis étaient à bout de souffle, il considéra que c'était le moment idéal pour les achever. Grièvement blessée, Ji-Yun se releva difficilement, prête à emporter avec elle autant d'ennemis que possible. Portée par une rage meurtrière, elle se jeta dans la bataille, abattant ses adversaires sans relâche. Chaque victoire lui rapportait entre 13 et 14 000 pièces d'or, mais son corps faiblissait. Elle savait qu'elle avait fait son maximum pour ralentir l'ennemi en route vers Suwon. Puis, un froid glacial lui transperça l'échine. Une lame s'enfonça dans son dos, suivie de multiples coups. Ses forces l'abandonnèrent, et elle s'effondra. Autour d'elle, les ninjas admiratifs reconnurent la valeur de son combat et la saluèrent d'une voix grave. Elle avait été une guerrière exceptionnelle. Sa conscience s'effaça peu à peu. Une obscurité profonde l'enveloppa, jusqu'à ce qu'une notification apparaisse soudainement. Elle avait pénétré dans un lieu inconnu. Autour d'elle, des guerriers festoyaient, riant aux éclats. Elle ignorait où elle se trouvait et pourquoi ces étranges inconnus célébraient ainsi. Un vieil homme imposant siégeant au centre de l'assemblée, leva la main et imposa le silence. Il annonça d'une voix solennelle qu'un nouveau destin venait d'entrer en ces lieux, celui d'un combattant tombé au terme d'une bataille acharnée, celui qui avait fauché d'innombrables vies avant de rendre son dernier souffle, celui qui n'avait jamais renoncé au combat. Ji-Yun s'interrogea, était-ce une simple hallucination causée par sa fin imminente, ou bien une opportunité réelle offerte par le système? Le vieil homme imposant la considéra un instant avant de déclarer qu'elle était digne, un réceptacle parfait pour réclamer encore plus de vie à la surface. Il interrogea alors l'assemblée, demandant si quelqu'un s'y opposait. En l'absence de contestation, ce rôle lui reviendrait. Une lueur d'excitation traversa l'esprit de Ji-Yun, il lui restait tant de vie à faucher. Pendant ce temps à Suwon, la flotte de l'amiral Baker assista à une scène stupéfiante. L'un des vigies signala que plusieurs joueurs chinois avaient évité l'affrontement, mais un autre observa quelque chose d'étrange dans l'amas de ruines encore fumantes. Brusquement, l'intérieur du bâtiment effondré se mit à trembler avant d'exploser avec une violence inouïe. En quelques secondes, une série de détonations se succédèrent, projetant des débris incandescents et emportant dans leur souffle de nombreux joueurs chinois qui n'avaient pas eu le temps de s'échapper. L'amiral Baker comprit immédiatement. Le nécromancien avait entassé une quantité considérable de cadavres dans cette structure. Mais ses pensées furent interrompues par des rapports alarmants de ces hommes, des ennemis avaient infiltré son navire. Il ordonna leur élimination immédiate, mais ces créatures infernales semblaient impossibles à arrêter. Les cris de ces soldats résonnèrent tandis que les morts-vivants progressaient, méthodiques et implacables. L'un des officiers confirma que l'infiltration était critique et que l'ennemi se dirigeait droit vers le pont. L'amiral Baker serra les dents. Il commanda à ses hommes de tenir la position coûte que coûte, mais le rapport de force tournait irrémédiablement en faveur des légions nécromantiques. Face à l'inefficacité de ses troupes, il dégaina enfin son arme et abattit plusieurs créatures ainsi que quelques-uns de ses propres soldats qu'il jugeait trop faibles pour mériter de survivre. D'un ton cinglant, il lança à la fois à ses adversaires répugnants et à ses hommes pathétiques que, même si l'Amérique devait s'effondrer, jamais il ne prendrait son navire. Sa volée de feu d'une puissance redoutable réduisit plusieurs morts-vivants en cendres. Pourtant, Droit survécut à l'attaque en se servant du cadavre d'un zombie comme rempart. Sans ralentir, il continua d'avancer vers l'amiral, esquivant habilement les balles. Baker, convaincu que rien ne pouvait surpasser la supériorité d'une arme à feu, réalisa cependant que le véritable problème résidait ailleurs. Les morts-vivants affluaient sans fin, et son chargeur touchait à sa fin. Ce fut à cet instant que Droit arriva à portée. Dans un geste fluide, il rengaina son épée et plongea une main dans sa poche. Baker se prépara à contre-attaquer, mais tout fut terminé en un instant. Sans le moindre état d'âme, Droit leva un pistolet et pressa la détente. La balle perfora le crâne de l'amiral, lui arrachant un trou béant. Sangwoo posa le pied sur le vaisseau de l'amiral Baker, mais il comprit rapidement que Droit avait déjà mis un terme à toute résistance. Le carnage était total. Au milieu du désordre, Droit avait mis la main sur une petite statue d'ange, un artefact qui émit aussitôt une notification, statue d'ange obtenue. Cet objet symbole de bénédiction appartenait à la faction ennemie et était une récompense réservée aux membres le plus haut placés des anges. En l'apportant à l'Arbre-Monde, leur symbole de faction, il pourrait être échangé contre une récompense unique. Sangwoo se souvint immédiatement des paroles du roi de la grande chaîne montagneuse, cette statue était l'une des clés, il ne lui manquait plus que celle détenue par le général Shine. Pendant ce temps sur le champ de bataille, les forces chinoises étaient en grande difficulté. Les lignes coréennes tenaient bon, infligeant des pertes massives à l'ennemi.
Un stratège s'empressa d'informer le général Shine que la situation tournait à leur désavantage, il était temps d'agir. Shine impassible, ordonna à ses troupes de tenir leur position jusqu'à l'arrivée des renforts de Séoul. Une fois le buff de victoire obtenu, il lancerait une contre-offensive, mais il savait que dans leur état actuel, il ne tiendrait pas longtemps face à la pression coréenne. Il prit donc une décision, il était temps de libérer le pouvoir des esprits de l'eau avancée. Les esprits se déployèrent sur le champ de bataille, soulevant d'immenses tourbillons qui balayèrent les joueurs coréens réfugiés dans la forteresse. La panique gagna les rangs ennemis. Certains tentèrent de fuir, d'autres furent happés par les eaux impitoyables. Shine, observant le chaos, esquissa un sourire satisfait. C'est ça, la puissance du continent. À part l'empereur lui-même, personne ne peut se dresser contre la force de la nature. Mais son triomphe fut de courte durée, une anomalie se produisit. L'eau commença à se figer, une fine pellicule de glace apparut à la surface des flots avant de s'étendre à une vitesse anormale. Une alerte retentit dans l'esprit du général, l'esprit de l'eau de haut rang est en état d'incapacité. Shine ouvrit de grands yeux, il venait de perdre le contrôle de ces créatures aquatiques. La glace se propagea si rapidement qu'en quelques secondes, les deux coffres scellant les esprits furent totalement engloutis, emprisonnant leurs entités dans un sarcophage de givre. La réalité le frappa, quelqu'un venait de neutraliser ces esprits de haut rang, mais qui pouvait bien posséder une telle puissance? L'analyse fut rapide, ce gel n'avait rien de naturel. Le seul suspect était évident. Le nécromancien? La graine de givre, cette relique obscure, dont le véritable pouvoir restait un mystère, était entre ses mains. Comment ce maudit nécromancien avait-il réussi à la transformer en une arme aussi dévastatrice? Le doute s'insinua dans l'esprit du général. Pour la première fois, il sentit vaciller sa détermination. Cette bataille était-elle encore gagnable? Sans attendre, il ordonna une retraite. Ses hommes devaient se replier et se cacher dans les bâtiments avoisinants. Leur unique espoir était de patienter jusqu'à l'arrivée des renforts. Mais avant même qu'il puisse mettre son plan à exécution, une douleur fulgurante lui transperça le dos. Il était touché. Il tenta de se retourner, mais ses muscles refusaient de répondre, une sensation de froid s'insinua dans ses veines. Une dague imbibée d'une magie paralysante venait de le frapper. Une voix s'éleva, moqueuse, « Ah, enfin !» Un gros poisson à l'hameçon. Les yeux de Shine cherchèrent le responsable. Un homme mince au sourire détendu le regardait avec amusement. « Qui diable es-tu » voulut-il demander, mais sa bouche ne produisit qu'un souffle faible. Anno étira son sourire. « Moi ? Parfois voleur, parfois prêtre, mais aujourd'hui, je suis ton assassin. » Les membres de la Guilde de la Libération laissèrent éclater leur joie, clamant leur victoire comme si tout était déjà joué. Mais le procureur les rappela immédiatement à l'ordre, ce n'était pas encore fini. Il leur fallait éliminer les derniers joueurs chinois et se préparer à rejoindre le champ de bataille unique sans perdre une seconde. Suwon était purgé de toute présence ennemie, seul restait Séoul. Seungwoo savait que Jisoo et le roi ne tiendraient pas éternellement, et qu'à ce stade seul un miracle pourrait les sauver. Un compte à rebours de 5 minutes apparut, maintenant les joueurs en haleine. Chacun attendait, tendu, que l'instant fatidique arrive. Dès que les portails s'ouvrirent, les guildes coréennes se lancèrent à corps perdu vers Séoul. Une notification confirma que les vainqueurs des batailles de Suwon et Busan venaient d'entrer dans le champ de bataille unique. Le serveur coréen avait obtenu le buff de victoire de champ de bataille, niveau 2, leur statistique augmentait temporairement de 15 points. Mais l'accueil qu'ils reçurent fut glacial. Le sol était jonché de cadavres, chinois et japonais confondus, comme si une force invisible les avait balayés en un instant. Anno murmura incrédule, se demandant si tout cela était bien réel. Au centre de ce carnage, le roi siégeait sur une immense vigne, une fumée paresseuse s'échappant de sa bouche, rappelant un certain rappeur américain. Il leur adressa un regard las et leur fit remarquer qu'ils arrivaient bien trop tard. Il avoua un brin déçu, qu'il avait rêvé d'une entrée en scène spectaculaire, digne d'un héros, mais que pour une fois c'était eux qui avaient brillé. D'un geste nonchalant, il désigna ce qui se trouvait derrière lui. Tous se tournèrent vers Jisoo-yoon, elle n'était plus seule. Une notification s'afficha. Vous faites face à un être divin. Seungwoo eut un frisson. 2 guerriers se tenaient aux côtés de Jisoo, et il sentit instantanément quelque chose de familier en eux. Le roi ne tarda pas à éclaircir la situation. Ils partageaient tous un lien profond avec la mort. Jisoo-yoon était désormais une Valkyrie, la faucheuse des âmes, et les guerriers à ses côtés étaient des Enerjars, d'anciens combattants ressuscités après avoir connu la mort. Pendant ce temps, à la station de radiodiffusion coréenne, l'ambiance était à la fête. Baldi s'exclama que comme toujours, le nécromancien avait été décisif dans cette guerre. Mais la journaliste Han insista sur un point, cette fois, Jisoo-yoon avait éclipsé tout le monde sur le champ de bataille. D'un ton enthousiaste, Baldi et Han déclarèrent qu'ils étaient désormais de fervents admirateurs de la Valkyrie. Mais la guerre était-elle vraiment terminée? Han rappela qu'il restait encore une étape, et Baldi se demanda si c'était maintenant à eux d'attaquer le serveur chinois. Han répondit que tout dépendrait du maître du serveur, mais qu'une chose était certaine, si le nécromancien lançait la contre-attaque, il remporterait encore une fois la victoire. Les Coréens avaient gagné, mais au prix de lourdes pertes.
Sungwoo, épuisé, n'avait pas ressenti une telle fatigue depuis bien longtemps. Près de lui, le pauvre droit était entassé dans un carton, dans un état tout aussi lamentable. Une nouvelle notification fit vibrer l'air. Héros de guerre, niveau 2 venait d'être promu à héros de guerre, niveau 3. Toutes ces statistiques augmentaient de 5 points. Sungwoo atteignait à présent le niveau 23, avec 57 points en force. Avec tous les buffs accumulés sous sa forme d'Anubis, il frisait les 82 points. Encore un peu, et il pourrait manier l'arc céleste des 100 guerriers. Puis, la notification suivante tomba. En tant que maître du serveur, Sungwoo recevait la récompense de victoire de guerre, 300 millions de pièces d'or. Le serveur coréen obtenait également l'initiative pour une contre-attaque contre le serveur chinois. L'option fut sélectionnée. Sungwoo pouvait décider du champ de bataille et des conditions de l'affrontement. Mais il possédait aussi un autre privilège, celui de déclarer un cessez-le-feu, mettant fin à la guerre sans aucune récompense supplémentaire. S'il optait pour la contre-attaque dans les prochaines 48 heures, tous ses alliés recevraient l'effet représailles. Leurs statistiques grimperaient de 3 points et leur vitesse de déplacement augmenterait de 10%. Sungwoo serra les poings, des dizaines de milliers de personnes avaient risqué leur vie, et en retour, tout ce qu'ils obtenaient était une somme d'or et un modeste bonus de statistiques. Ce système semblait leur dire qu'il fallait se battre jusqu'à l'extermination complète d'un camp. Laisser cet empereur s'en tirer aussi facilement? Hors de question. Le champ de bataille était en ruine, la fatigue pesait sur les épaules de chacun. Pour l'instant, Sungwoo ne voulait plus penser à rien, il voulait juste dormir. Et pourtant, à mesure que ses pensées s'embrouillaient, une colère sourde grondait en lui. Combien de temps devrait-il encore se battre ainsi? Après un long repos, Sungwoo regagna son quartier général à Suwon. Dès son arrivée, le lancier Kyongso vint à sa rencontre et lui annonça qu'il avait vérifié chaque recoin, comme demandé. Pourtant, aucune petite statue n'avait été trouvée. Ils avaient fouillé les affaires et les avant-postes des joueurs chinois, mais sans succès. Il en déduisait donc qu'elle ne se trouvait probablement pas ici. Sungwoo en vint à penser que l'autre statue était sans doute cachée dans leur base principale à Pékin. Un objet d'une telle importance n'aurait pas été laissé au hasard, mais s'il n'avait eu aucune utilité immédiate sur le champ de bataille, cela expliquerait pourquoi le général Shine l'avait abandonné. Sans plus tarder, Sungwoo prit la direction de la montagne. Il devait examiner le fragment de mémoire du général Shine. Le roi était déjà là et en le voyant arriver, l'avertit qu'à force de se pousser ainsi à bout, il finirait par y laisser sa peau, même hors du champ de bataille. Sungwoo lui demanda de descendre, car il avait quelque chose de précis à lui dire. Le roi s'exécuta, non sans une pointe de curiosité. Sungwoo en profita pour lui assurer qu'il n'était pas surveillé. Intrigué, le roi s'enquit de la raison pour laquelle il cherchait un interlocuteur si tard dans la nuit. Sungwoo ne tourna pas autour du pot et l'interrogea sur le pouvoir divin de Jisoo-yun, la Valkyrie. Était celui qui en était à l'origine? Le roi demanda ce qu'il voulait insinuer. Sungwoo expliqua alors que l'épée viking était l'une des conditions nécessaires à l'obtention de ce pouvoir divin, et que c'était bien lui qui la lui avait donnée. Le roi esquissa un sourire et fit remarquer que le monde était empli de coïncidences. Chercher à tout relier ne menait qu'à plus de confusion. Mais Sungwoo ne l'entendait pas ainsi. Pour lui, ce n'était pas une coïncidence. Il lui demanda alors s'il croyait vraiment que ce monde était le fruit du hasard. Le roi se contenta de répondre que dans ce cas, cela devait être le destin. Sungwoo rétorqua que non. Il s'agissait de manipulation. Tout était orchestré dans un but précis. Il voulait savoir d'où venait le roi et pourquoi il était là. Visiblement troublé, ce dernier admit qu'il aimerait bien le savoir lui aussi. C'est alors qu'une voix résonna dans son esprit, semblable à une révélation divine. Sungwoo eut l'impression qu'elle appartenait à un être proche d'un dieu. Mais il n'était pas d'humeur à jouer aux devinettes. Il reposa donc sa question. « Tu ne sais vraiment pas ?» Le roi assura qu'il ignorait la réponse. Pourtant, alors qu'il s'apprêtait à dire quelque chose d'important, une fenêtre de notification apparut brusquement. Des caractères illisibles s'affichèrent, accompagnés du mot « cloche ». Puis, un message critique clignota. En raison d'une erreur critique, la connexion au serveur client a été interrompue. Les yeux du roi s'illuminèrent soudainement, signalant un changement radical de personnalité. Il déclara alors qu'il savait. L'être qui avait pris possession de lui poursuivit en prévenant que Sungwoo ignorait un danger majeur. Lorsqu'il lui demanda son identité, l'être refusa de la lui révéler. Sungwoo réfléchit, dans ce monde devenu un jeu, même après avoir vécu la mort, il se posait toujours la même question. Il voulut savoir qui il était vraiment. Était-il encore la même personne après être revenu à la vie, ou tout cela ne se jouait-il que dans son esprit? L'être lui répondit calmement qu'il était simplement lui-même. Il lui conseilla de ne pas trop y penser. Lui, ainsi que le monde dans lequel il évoluait, étaient des existences naturelles. Tout ce qui se passait à cet instant devait être vu comme une invasion extérieure, et il l'aiderait à y mettre un terme, mais son temps était compté. Il n'avait plus le loisir de répondre aux questions de Sungwoo et lui demanda de se concentrer sur un message essentiel. « Quelqu'un viendra te chercher. Tu dois le tuer. » Furieux, Sungwoo s'insurgea. « C'est la première fois que nous nous parlons, et tout ce que tu me demandes, c'est de tuer quelqu'un ?» L'être lui rappela qu'il l'avait aidé jusqu'ici et que ses conseils s'étaient toujours avérés exacts.
Il insista pour que Sungwoo garde cela en mémoire. Puis, son image se mit à grésiller, comme une entité prise dans des interférences. Une nouvelle notification apparut, restauration d'urgence du système en cours. Le roi s'effondra lourdement au sol, une douleur fulgurante lui vrillant le crâne comme si celui-ci menaçait d'exploser. Au même instant, le lancier Kyongso accourut vers Sungwoo, l'air pressé. Sungwoo se demanda si ce n'était pas précisément lui que l'entité voulait qu'il élimine. Il lui demanda hésitant ce qui se passait. Kyongso l'informa que le procureur venait d'arriver accompagné de son escouade de croisés, exigeant de le voir immédiatement. Un déclic se fit dans l'esprit de Sungwoo. L'être avait donc parlé du procureur, ce qui signifiait qu'il devait le tuer. Il ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'agacement. Ce soi-disant arbitre cosmique n'était guère différent du système qui s'amusait à manipuler l'humanité comme un vulgaire jeu d'échecs. Il aurait au moins pu lui donner une raison valable d'éliminer cet homme. Pourtant, malgré son absence d'explication, il ne s'était jamais trompé dans ses directives. Il devait forcément y avoir une logique cachée derrière cette injonction. Le procureur et ses croisés attendaient déjà depuis un moment. Kyongso précisa qu'un autre groupe, la guilde de Gwangbuk prétendant purifier Séoul, s'était également présenté à leur porte, mais qu'il les avait contraints à patienter hors de la barrière. Lorsque le procureur demanda à Sungwoo d'ouvrir la barrière de l'Arbre-Monde sous prétexte d'informations cruciales, celui-ci remarqua immédiatement quelque chose d'étrange dans son regard. Puis, sans crier gare, une notification s'afficha, une invocation grandiose était en cours. Miro venait de lancer son sort. Un essaim d'oiseaux d'invocation surgit et fondit sur l'escouade des croisés. Anno arrivant juste à temps, cria à Sungwoo d'interrompre l'attaque. Le procureur porta instinctivement la main à son visage, là où les serres des oiseaux venaient de le lacérer. Un détail frappa Sungwoo, bien que la classe des croisés soit spécialisée dans la protection de groupe, leur défense passive n'avait montré aucun signe d'activation. Le procureur exigea des explications. Anno tenta d'alléger l'atmosphère avec une plaisanterie. Il affirma qu'il allait les soigner, puis administrer à Miro une bonne correction. Mais à peine eut-il fini sa phrase que Sungwoo frappa sans sommation. Anno et Jisoo-Yoon observèrent la scène, incrédules, était-il devenu fou? Une nouvelle notification s'afficha aussitôt. Le joueur a éliminé une unité avancée de terracotta, récompense, 10 000 pièces d'or. La tension explosa, les croisés désorientés, se dispersèrent dans le chaos. Le lieutenant Kim reprenant ses esprits, ordonna immédiatement leur capture. Mais alors, une lumière rouge les enveloppa. Une alarme résonna dans l'esprit de Sungwoo, ces hommes n'étaient plus que des bombes humaines, prêts à se sacrifier pour anéantir l'Arbre-Monde. Sans perdre une seconde, il déploya le dévoreur d'hiver et ordonna à tout le monde de reculer. Une vague de froid intense engloutit les croisés, les figeant instantanément. Reprenant son souffle, il se tourna vers Kyongso et lui ordonna de contacter la guilde de la Libération. Désormais, aucun nouvel arrivant ne devait être admis. Tous ceux qui se présentaient à l'improviste devaient être considérés comme des imposteurs. Anno, encore sous le choc, se demanda qui pouvait bien être à l'origine d'un tel stratagème. Jisoo-Yoon, le regard ferme, déclara que seuls ces Chinois de luxe pouvaient orchestrer une manipulation aussi sournoise. Sungwoo ne perdit pas de temps, il s'agenouilla près du cadavre du général Shine et activa le fragment de mémoire des morts. La vision s'imposa aussitôt. Un vieil homme, assis face au général Shine, lui apparut, mais au lieu de regarder son interlocuteur, il fixait directement le spectre de Sungwoo, un sourire énigmatique se dessina sur son visage. Il le salua et face à son silence, ajouta d'un ton mesuré qu'il était curieux de voir qu'il ne répondait pas. Il poursuivit en expliquant que l'empereur tout-puissant du serveur chinois reconnaissait la possibilité d'une défaite. Mais Sungwoo pensait-il réellement pouvoir échapper à la lame impériale? Celle qui incarnait à la fois le savoir, la force militaire et l'étendue de leur empire? Un empire, souligna-t-il avec mépris, qui n'avait rien de comparable à son petit pays. Puis, sans laisser le temps à Sungwoo d'analyser ses propos, il activa une compétence inconnue. La vision se dissipa brutalement. Un dernier avertissement lui parvint avant que le lien ne se rompe. S'il persistait à défier l'empereur, il ne trouverait que la destruction. Mais s'il choisissait de plier le genou, peut-être aurait-il le privilège d'être épargné. De retour à la réalité, Sungwoo sentit une vague de colère monter en lui. Anno lui demanda s'il venait de voir quelque chose d'horrible. Ignorant la question, il ordonna qu'on appelle immédiatement le loup blanc, il en aurait besoin. Le lendemain matin à Suwon, toutes les terracottas récupérées avaient été rassemblées. Elles ressemblaient davantage à des poupées de céramique qu'à des soldats redoutables. Pourtant, Sungwoo savait que cette aptitude relevait sans doute d'une compétence de niveau 4, voire 5. Il réfléchit un instant, tous les joueurs de classe 5 étoiles étaient les leaders de leur propre faction. Vu l'immensité du serveur chinois, l'empereur devait posséder plusieurs subordonnés de ce calibre. C'est alors que Kyongso fit irruption, visiblement agité. Quelqu'un venait d'arriver. Sungwoo lui demanda s'il s'agissait du loup blanc. Kyongso secoua la tête, non, ce n'était pas lui. C'était une femme, elle affirmait s'appeler Li Wei, l'invocatrice d'esprit du second serveur chinois. Sans perdre un instant, Sungwoo se dirigea vers la porte où l'attend Li Wei.
Il exigea d'abord qu'elle confirme son identité, ce qu'elle fit sans hésitation, mais un doute persista en lui, était-elle bien réelle, ou n'était-ce qu'une illusion habilement fabriquée? Il remarqua alors les marques de fatigue sur son visage et lui fit remarquer qu'elle semblait avoir traversé bien des épreuves pour parvenir jusqu'ici. Il voulait savoir ce qui l'a poussé à faire un tel voyage. Li Wei d'une voix lasse, lui confia qu'elle n'est pas venue de son plein gré. Avant d'en dire plus, elle vérifia d'un regard alerte les alentours et lui demanda s'ils sont sous surveillance. Sun Guo consulta le statut et constata qu'ils sont hors ligne. Il la rassure donc, mais elle l'avertit aussitôt qu'on lui a conseillé de toujours se méfier des yeux qui observent. D'un ton amer, elle déclara qu'autrefois, elle était une grande figure, bénie par les dieux, avant de se résoudre à devenir cette fichue coureuse de Dieu. Après ces mots, elle sortit la deuxième statue que Sun Guo recherchait, et il comprit aussitôt qu'elle était bien plus qu'une simple messagère. Sans hésiter, il l'invita à entrer et ordonna qu'on lui serve un repas digne de ce nom. Tandis qu'il observait la statue entre ses mains, Sun Guo réfléchissait à la situation. Le fait que la deuxième statue soit apparue ainsi, sans qu'il ait eu à la chercher, signifie peut-être que cette aide mystérieuse a décidé d'agir de manière plus directe. Il se remémora l'incident du donjon Imuji. Ceux qui étaient derrière tout cela parlaient d'abattre le système. Il s'était toujours demandé s'il était le seul concerné par cette mission, ou si d'autres joueurs étaient aussi impliqués. Li Wei devait être l'un de ses pions, elle aussi. Son regard se posa de nouveau sur elle, et il la questionna d'un ton méfiant. Elle ne lui remettrait certainement pas cette statue sans attendre quelque chose en retour. Cherchait-elle à renverser l'empereur? Espérait-elle qu'il l'aide à retrouver son pouvoir perdu? Li Wei répliqua aussitôt que cela ne l'intéresse pas. Cette terre, affirme-t-elle, ne lui appartient pas, et elle devrait revenir à tous. Elle n'a jamais possédé le second serveur chinois, seulement survécu. C'est ainsi qu'elle avait fini par devenir la joueuse la mieux classée, sans jamais le vouloir vraiment. Cependant, il y a bien une chose qu'elle veut récupérer. Intrigué, Sun Guo lui demande de quoi il s'agit. Elle le fixa d'un regard empreint de détermination et lui révéla enfin son véritable objectif, retrouver ses esprits capturés.